On y va. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie Pézino, je suis maître de conférence en psychologie et je suis également psychologue, neuropsychologue et je travaille dans les syndromes génétiques rares depuis une bonne dizaine d'années. Et moi, je suis Hugo Monori, je suis orthophoniste au CHU, au Centre régional des troubles du langage et des apprentissages, et je suis également étudiant en master de psychologie. Nous allons vous présenter rapidement en quoi les recherches s'intéressent au syndrome génétique rare. Et ensuite, on va bien sûr parler du syndrome Mitten-L et notamment des manifestations cognitives et comportementales. Alors, depuis une bonne quinzaine d'années, les syndromes génétiques rares vont susciter vraiment un intérêt croissant dans la recherche. Cet engouement, il s'explique tout simplement parce qu'on essaye de mieux caractériser les profils cliniques, mais aussi parce que ce sont des modèles qui sont privilégiés pour explorer les mécanismes neurodéveloppementaux et notamment dans le cas des troubles du neurodéveloppement, un TND. Pourquoi? Parce qu'on a une origine génétique qui est souvent bien caractérisée. Alors je dis souvent hein, parce que c'est pas le cas pour tous les syndromes. Et ces syndromes-là vont nous permettre finalement de réduire l'hétérogénéité étiologique que l'on rencontre souvent dans les formes idiopathiques des TND, ça veut dire dans les troubles dont les causes sont encore inconnues. Donc on a Mitchell en 2018 qui reprécise finalement l'intérêt de ces modèles génétiques pour établir des liens de causalité entre gènes, manifestations cérébrales, cognition et comportement. Et donc ça, c'est dans le cadre d'une approche qui est dite bottom-up. Ça veut dire qu'on va retracer tout le cheminement depuis l'anomalie génétique jusqu'aux manifestations comportementales, en passant par les étapes cérébrales, cognitives et comportementales. Donc cette démarche, elle permet de préciser ce qu'on appelle les trajectoires développementales qui sont autant diversifiées qu'il y a d'humains sur cette terre, que l'on soit bien clair. Je vais faire appel à une éminente chercheuse, le professeur Karmilov Smith, qui précisait l'importance de travailler sur des trajectoires développementales atypiques pour mieux comprendre ce qu'on appelle la variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire entre les individus, et intra-individuelle, c'est-à-dire au sein d'un même individu. Donc, comme vous le savez, les syndromes génétiques vont présenter une grande variabilité phénotypique. L'approche neurocognitive est intéressante. Pourquoi? Parce que on va étudier les fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage, et on va essayer de mettre en évidence tous les mécanismes sous-jacents qui sont porteurs ou qui sont plutôt vulnérables et qui vont parcourir finalement, aider au développement de l'enfant. Donc finalement, on est dans une perspective qui est dynamique et qui est développementale dans cette approche neurocognitive. Et on va essayer de préciser l'interaction complexe qui existe entre maturation cérébrale, environnement et expérience d'apprentissage des jeunes enfants, mais aussi, bien entendu, on continue de se développer en tant qu'adulte. Donc le développement, il doit être compris comme un système qui est ouvert, qui est en constante évolution et qui va être sensible aux variations interindividuelles et aux influences précoces. Et dans cette approche, les TND sont à repenser dans ce qu'on appelle, nous, un modèle intégratif. Ça veut dire que c'est un modèle qui va s'articuler en lien avec l'influence biologique, mais aussi les trajectoires développementales de chaque individu. Alors, on est dans une approche neurocognitive. Donc, qu'est-ce que le développement neurocognitif? Eh bien, c'est l'ensemble des changements cérébraux et cognitifs
tout au long de la trajectoire développementale de l'individu, c'est-à-dire de la vie prénatale jusqu'à l'âge adulte. Donc on va avoir une interaction qui est constante entre le programme génétique et les influences environnementales. Les gènes, finalement, vont orienter les étapes de la maturation cérébrale et l'expression de ces gènes va être modulée par l'environnement et c'est ce que l'on appelle les mécanismes épigénétiques. Donc un environnement qui va stimuler finalement le développement, eh bien, va favoriser la plasticité cérébrale. Stéphane Rondeau vous en a un peu parlé tout à l'heure, hein, et va optimiser toutes les connexions neuronales pour soutenir le développement des fonctions cognitives. Le développement cérébral suit aussi une séquence finalement d'étapes non linéaires en termes biologiques. On va avoir par exemple la formation des neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. On va aussi avoir la migration de ces neurones dans l'ensemble du cortex cérébral, hein. Ensuite, on va avoir des neurones qui vont commencer à créer du lien entre eux, ce qu'on appelle la synaptogenèse pour traiter de plus en plus rapidement l'information que l'on perçoit. Et il y a certains neurones encore qui vont avoir une gaine de myéline, un espèce de gros tube qui va faire que la vitesse de traitement de l'information va être tellement rapide qu'on va pouvoir s'adapter au quotidien en fonction des situations que l'on rencontre. Et donc, ces étapes vont façonner les bases des fonctions cognitives complexes et en particulier ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité de planifier une action, la capacité d'inhiber un comportement, la capacité d'être flexible ou non dans une situation et aussi les fonctions sociales. Ces deux fonctions reposent principalement sur la maturation des réseaux frontaux et fronto-pariétaux qui se développent jusqu'à l'adolescence. Donc on a encore un peu de temps avant de s'adapter. Je précise quand même que ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain âge qu'on n'est plus capable de s'adapter. Quand même. Euh, donc finalement, le développement neurocognitif, c'est un processus qui est dynamique et qui va être façonné à la fois par de la maturation biologique, mais aussi par les expériences vécues par l'individu. Les TND, eh bien, ils vont trouver leurs origines dans des anomalies très précoces de la maturation du système nerveux central. Et on va avoir le plus souvent des TND qui sont d'origine multifactorielle, puisqu'ils vont finalement refléter l'interaction très complexe entre tous ces facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux. Et on voit bien que dans le cas des syndromes génétiques, finalement, ces perturbations, elles peuvent apparaître très très tôt dans le développement. Et nous, on parle d'effets en cascade, en fait, sur les différentes dimensions ensuite du développement cognitif, c'est-à-dire cognitif, émotionnel et comportemental. Alors, l'un des défis majeurs dans l'étude des troubles du neurodéveloppement, ça va résider dans leur très très grande hétérogénéité. On va avoir donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, une variabilité intersyndromique, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui vont se manifester de la même façon alors qu'on a des diagnostics différents, hein. Par exemple, les difficultés d'attention, de fonction exécutive peuvent se retrouver dans les troubles du spectre de l'autisme ou le TDAH. Et on a des variabilités intrasyndromiques au sein d'un même syndrome ou d'un même trouble. On va avoir des différences individuelles. Par exemple, dans le cas du trouble du spectre de l'autisme, certains vont avoir un trouble du développement intellectuel alors que d'autres, à l'inverse, hein, vont avoir justement un haut potentiel intellectuel. Mais les deux vont avoir un profil sensoriel spécifique. Les fonctions cognitives, lorsqu'elles sont altérées, eh bien, vont influencer directement, finalement, les comportements. Une faible flexibilité cognitive, ça va pouvoir se traduire par une rigidité comportementale. Souvent, dans le langage commun, on parle de tu es psychorigide, tu es têtu, tu es caractériel. Ben, peut-être que ce n'est pas tout à fait volontaire, hein. Pareil, hein, des troubles du langage réceptif vont pouvoir induire un retrait social, par exemple, ou un trouble oppositionnel, hein.
Et enfin, ces comportements et cette cognition, eh bien, elle va être modulée par ce qu'on appelle des facteurs transversaux ou des facteurs modulateurs. Un manque de sommeil va pouvoir agir sur l'attention et la gestion des émotions, par exemple. Un jeune anxieux, eh bien, ça va perturber sa mémoire de travail et donc en termes d'apprentissage, finalement, on va avoir des fragilités. On peut aussi avoir des comportements d'évitement. Une hypersensibilité sensorielle, on va avoir une surcharge cognitive qui va se créer et ça va entraîner par exemple de l'agitation motrice. Bref, on a ces facteurs-là qui vont venir moduler finalement l'expression en termes de cognition et en termes de comportement. Et à côté de ça, c'est pas fini, hein. J'ai dit que c'était complexe. On va aussi avoir des comorbidités médicales, épilepsie par exemple. On va aussi avoir des conditions psychosociales, stress parental, par exemple. Et on peut aussi avoir les troubles psychiatriques, hein, comme le trouble dépressif caractérisé, par exemple. Et donc, l'ensemble, finalement, de ces comorbidités vont venir exacerber ou, au contraire, masquer une difficulté ou un trouble. Donc, c'est pourquoi, et j'insiste, euh, une approche intégrative dynamique est essentielle lorsque l'on travaille dans les syndromes génétiques rares et j'ai envie de dire plus largement lorsqu'on est clinicien. Le syndrome Mythin-L illustre parfaitement finalement ce lien entre génétique, développement et fonctionnement cognitif. Alors je vais rien vous apprendre, hein. Mythin-L c'est un facteur de transcription, donc là je regarde Juliette avec attention, qui est impliqué dans la maturation donc neuronale et la myélinisation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et forcément, une perturbation de ces processus va impacter bien sûr plusieurs domaines cognitifs, que ce soit le langage, les fonctions exécutives, les compétences sociales, les émotions, etc. Et ce qui est d'autant plus complexe, c'est que toutes ces manifestations cliniques vont avoir une individualité, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire on va être spécifique aux jeunes qui les portent. Donc il y a une complexité supplémentaire. Alors, pour mieux comprendre un petit peu les effets des anomalies génétiques sur le développement, euh, je suis allée regarder des syndromes qui sont plutôt bien caractérisés et sur lesquels je travaille en majorité. Par exemple, le syndrome de Williams, il se caractérise par un trouble du développement intellectuel léger à modéré. On a quand même un langage réceptif qui est relativement préservé, mais on va aussi avoir des déficits visuospatiaux, une hypersociabilité, des difficultés dans la régulation émotionnelle. Pareil pour le syndrome de Down ou trisomie 21, hein. On va avoir un trouble du développement intellectuel modéré à sévère, je suis désolée pour la faute, une variabilité en termes de langage. Certains vont pouvoir accéder à un bon niveau de langage, d'autres non. Et des difficultés de mémoire de travail et des fonctions exécutives. Le syndrome de Di-George, on va avoir une variabilité en termes de troubles du développement intellectuel, on va avoir une variabilité en termes de langage, mais par contre, on va retrouver des troubles attentionnels et visuospatiaux assez fréquemment, avec une particularité, c'est que la mémoire épisodique, la mémoire des événements, eh bien, elle aussi, elle va être réduite dans ce syndrome. Et enfin, je terminerai par le syndrome de Dravet pour faire un clin d'œil au Stéphane Rondeau. Puisque c'est un syndrome épileptique, hein, c'est des enfants qui ont des épilepsies très très sévères. Et là encore, on a un trouble du développement intellectuel modéré à sévère, une altération qui est fréquente en termes de langage, mais on n'est pas encore capable de caractériser vraiment le profil linguistique de ces jeunes, parce que c'est très compliqué, puisqu'il faut s'adapter aux crises épileptiques. Et puis, ils vont avoir des troubles moteurs, visuospatiaux. Et quelque chose qui est assez fréquent aussi, c'est le trouble du spectre de l'autisme, hein, en comorbidité. Donc, on le retrouve aussi fréquemment dans ce syndrome. Alors, je vous parle de tout ça, pas pour vous embêter, c'est pour vous indiquer que chaque syndrome a une signature cognitive unique. Il a des capacités qui sont relativement préservées et il y en a d'autres qui sont limitées ou plus vulnérables. Attention, euh,
ces profils évoluent dans le temps. Je vous ai pas dit, mais je suis une développementaliste dans l'âme et une cognitiviste. Ça veut dire que on ne peut pas figer un profil cognitif à un moment donné. Ça veut dire que les études longitudinales sont absolument essentielles quand on travaille chez ces enfants et que toutes les compétences, peu importe qui c'est, peuvent évoluer et peuvent se développer tout au long de la vie. Il faut juste avoir les clés pour savoir comment les développer. Vous voyez aussi qu'il existe une grande variabilité entre les individus intra- et intersyndromiques. Et bien sûr, l'intérêt, c'est d'aller regarder les trajectoires développementales, hein, et non pas juste, à un moment donné, un profil cognitif figé. Donc, si je peux résumer, le travail sur les syndromes génétiques rares, eh bien, c'est de constituer des modèles qui sont très, très précieux et qui sont naturels pour mieux comprendre vraiment ce qui se passe en termes de génétique, cognition et comportement. Et c'est pour ça qu'on parle d'approche transdiagnostique dynamique, hein, et qu'on n'est plus vraiment que centré sur la génétique, que centré sur la cognition, que centré sur... Voilà, on essaye vraiment de travailler ensemble et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui ici, avec tous les professionnels. Alors, si je regarde un peu la littérature avec l'aide d'Hugo, donc qui a fait son mémoire sur le syndrome Mitael, dans le syndrome Mitael, on a à peu près 40 à 50%, en tout cas la littérature l'identifie comme ça, de jeunes avec un trouble du développement intellectuel. C'est très hétérogène, là encore. Certains n'ont pas de diagnostic, d'autres sont plus sévères. Bon, il y en aurait un léger à modéré. Il y a d'autres comorbidités qui existent dans la littérature. Un trouble développemental du langage, TDAH, entre 40 et 50% à peu près des jeunes. Trouble du spectre de l'autisme, hein, pareil, on peut avoir aussi 40% à peu près de ces jeunes-là. Euh, Vous voyez que des pans dans la littérature sont encore un petit peu inexplorés, hein. C'est pour ça que j'ai mis fonction exécutive pour l'interrogation mémoire. On peut s'en douter, mais en tout cas, ça n'a pas été exploré dans la littérature. Euh, Bien sûr, ces profils, eh bien, vont être associés à des profils comportementaux. On retrouve de l'agressivité et de comportements hétéro-agressifs. Je précise tout de suite que c'est lorsque le jeune est en situation stressante. On ne naît pas agressif, que l'on soit bien clair, ça n'existe pas. On a aussi des profils avec des comportements stéréotypés, donc souvent des mouvements répétitifs, des balancements, du flapping que l'on retrouve dans les troubles du spectre de l'autisme. On en retrouve à peu près 43% dans la littérature. De l'hyperactivité associée à un trouble de l'attention. Et il y a quelques études, mais c'est pas très clair, une intolérance à la frustration avec des grandes crises de colère. Là, c'est certainement la gestion des émotions qui parle et peut-être qu'il peut y avoir un lien avec les fonctions exécutives qu'on n'a pas encore explorées réellement. Bon. Euh, et ensuite, en termes de facteurs modulateurs, donc je ne vais pas reparler des troubles du comportement alimentaire, mais on retrouve de l'hyperphagie avec un risque accru d'obésité, des troubles de l'oralité, hein, avec une sélectivité quand même alimentaire et des difficultés dans la mastication. De l'anxiété chez à peu près 20% des jeunes. Alors, je suis désolée, je parle de jeunes, mais on est d'accord que c'est une déformation professionnelle, mais on peut retrouver aussi ça chez les adultes. Des troubles du sommeil, difficultés d'endormissement et réveil nocturne. Les troubles sensoriels sont là aussi très très peu explorés dans la littérature. Par contre, on peut retrouver une hypersensibilité quand même auditive et visuelle. Hein, ça, c'est assez marqué. Alors là, je ne me base pas que sur les recherches dans la littérature. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est aussi le ressenti des parents, hein, ou des personnes accompagnantes, hein, des aidants. Bref, le syndrome Mitin-L illustre toute la complexité que l'on retrouve dans le cas des troubles du neurodéveloppement, une grande variabilité interindividuelle, et il faut une évaluation qui est extrêmement fine avec une méthodologie qui est adaptée, et je le précise tout de suite qu'on n'a pas, pour aller vraiment évaluer les potentialités de ces jeunes. Et c'est l'intérêt du projet Mitin-L, qui a été créé par le docteur Coursimo et qui, d'ailleurs, je profite
on peut la remercier de nous avoir intégrés dans ce projet. Merci de nous avoir fait confiance, Juliette. Et je passe la parole à Hugues. Merci. Anne-Sophie, tu en as déjà dit beaucoup. Effectivement, c'est important d'aller explorer davantage les profils cognitifs et comportementaux. Finalement, les études actuellement, elles nous disent qu'il y a du TDAH, il y a du TSA. Bon, Stéphane Rondeau en a beaucoup parlé. Un TDAH ne fait pas un autre TDAH. Donc en fait, quand on a dit qu'un patient avait un TDAH, on n'a pas dit grand-chose. Et nous, on s'est dit qu'il fallait aller creuser davantage les différents processus spécifiques cognitifs. Et donc, par exemple, si on reste sur l'exemple de l'attention, il y a différentes modalités d'attention, différentes composantes. Et donc, c'est important d'aller creuser ces différentes compétences pour vérifier si les patients sont en difficulté sur toutes les composantes ou seulement sur certaines, pour pouvoir ensuite proposer des adaptations bien ciblées. Par ailleurs, alors comment ça marche? Ouais. Par ailleurs, il y a peu d'études qui ont évalué l'impact des facteurs modulateurs. Les facteurs modulateurs, ils ont été décrits, mais il n'y a pas forcément eu de corrélation entre ces facteurs et les capacités cognitivo-comportementales. Et donc, nous, on voulait aller explorer un petit peu ces domaines-là. Donc, le projet de... Pardon. L'objectif de notre étude, c'était vraiment de caractériser les profils cognitifs, les manifestations comportementales dans ce contexte de troubles du neurodéveloppement complexe et éventuellement aussi de voir s'il y avait des spécificités cognitives liées au syndrome et si ces profils ils pouvaient évoluer en fonction de l'âge du patient et de ses capacités d'adaptation individuelle. Voilà, donc le programme de la journée, vous l'avez déjà eu pour chaque participant, donc je vais passer rapidement dessus. Nous, on s'est vraiment focalisé sur la cognition, le comportement et un petit dépistage des troubles du sommeil. Donc on a proposé aux participants 10 épreuves qui étaient adaptables selon l'âge des participants et aussi selon leur fatigabilité, leur capacité. Il y a quelques épreuves parfois qu'on n'a pas proposées lorsqu'on a senti que les participants étaient trop en difficulté. Mais voilà, l'idée de ces 10 épreuves, c'était d'aller explorer les différentes fonctions cognitives. Donc on a exploré différentes fonctions de l'attention. Donc l'attention visuelle, quand on traite vraiment une information visuelle parmi plusieurs informations visuelles, l'information auditive et l'attention divisée. L'attention divisée, c'est quand on est quand on traite plusieurs informations en même temps. C'est ce qu'on fait tout le temps au quotidien. Là, si vous m'écoutez, si vous lisez le diaporama, vous êtes en attention divisée puisque vous traitez de l'auditif et du visuel. Voilà, donc on a proposé différentes tâches pour ces composantes de l'attention. Également, différentes tâches pour les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, tu en as un petit peu parlé, c'est une sorte de boîte à outils de compétences pour s'adapter à des situations nouvelles, à des situations complexes. Donc ça regroupe vraiment un ensemble assez dense de fonctions. On a ça nous demande des capacités de mémorisation, des capacités à changer de point de vue, à ignorer certains éléments pour se focaliser sur d'autres. Et également, tout ce qui est planification, ça nous demande d'être capable d'organiser plusieurs actions pour arriver à un but. Donc ces fonctions exécutives, elles sont vraiment très importantes pour les capacités d'adaptation au quotidien des individus. Bon, on a évoqué le langage et la communication, mais en fait, on ment un peu parce que ça, on l'a pas évalué. On a laissé ça aux orthophonistes qui vont vous en parler après. Voilà. Après, on a évalué aussi les capacités de raisonnement logique, de raisonnement visio-spatial, et on a essayé de voir un petit peu les capacités de vitesse de traitement des patients. Les tests, ça a plein de limites. Les tests, c'est pas forcément très représentatif des capacités d'un individu en vie quotidienne. Donc c'est important d'avoir ces données-là qui sont objectives sur les participants. Malgré tout, on sait que les tests, ils sont aussi très sensibles à la fatigue, à l'anxiété qui peut être importante aussi dans un contexte où on va à l'hôpital faire plein d'évaluations. Voilà, c'est vraiment sensible à plein d'effets extérieurs et donc c'est un peu à prendre avec des pincettes ces résultats et c'est pour ça qu'on a voulu les coupler à des questionnaires. Alors on a donné beaucoup de questionnaires aux familles, ça a été je pense parfois un petit peu dense, un petit peu lourd à traiter. Mais voilà, on a voulu coupler ça avec des questionnaires qui donnent des données beaucoup plus subjectives et beaucoup plus fonctionnelles sur les capacités des enfants, des adultes aussi au quotidien dans leur environnement. Donc on a proposé des questionnaires sur l'attention, sur les fonctions exécutives et sur la communication. Et on a aussi évalué les facteurs modulateurs dont a parlé Anne-Sophie, que sont l'anxiété, l'intégration sensorielle et les difficultés de sommeil.
Voilà, donc là, on va vous présenter quelques épreuves, pas toutes, parce qu'il y en avait quand même une dizaine, donc on ne les présente pas toutes. Mais les matrices, donc c'est des suites logiques. Il y a une séquence et il faut essayer de retrouver parmi les 5 items ici celui qui vient compléter la suite logique. L'épreuve des symboles nous permet de mesurer la vitesse de traitement. Donc vous avez un symbole ici et il faut le plus rapidement possible le retrouver dans la série ici. Donc là, il est là, il faut le barrer. Et lorsqu'il n'y a pas le symbole, il faut barrer le nom. Donc ça nous permet de voir un petit peu la vitesse de traitement et également quelques traitements visuospatiaux et de reconnaissance visuelle. Et l'épreuve des puzzles visuels ici, donc vous avez une forme globale et il faut montrer les 3 images, les 3 items qui viennent refaire l'image. Donc là, c'est le 2, le 4 et le 5. Voilà. Et donc on a des dessins qui sont directement dans la bonne position. On en a d'autres pour lesquels il faut faire une rotation mentale. Là, les patients ne peuvent pas manipuler. Donc il faut juste, comme ça, on peut évaluer leur capacité à traiter des informations visuelles mentalement. Sur le plan attentionnel, on a proposé une tâche de barrage pour évaluer l'attention visuelle. Donc là, en fonction de l'âge, les participants devaient soit barrer tous les animaux parmi plein d'autres dessins, ou tous les vêtements, ou des formes, des formes géométriques. Concernant l'attention divisée, là, c'est une tâche finalement qu'on n'a pas beaucoup proposée. On a plutôt proposé la KITAP, qui est pour les plus jeunes. Et donc, les participants devaient identifier à la fois une image et une séquence de son parmi différentes images et différentes séquences de son. Et ils devaient taper quand ils reconnaissaient ces cibles. Et donc, il fallait qu'ils traitent à chaque fois à la fois les stimuli sonores et les stimuli visuels. Et on ne l'a pas mis ici, mais l'attention auditive, on l'a testé avec des listes de mots qui défilaient. Et dès qu'ils entendaient le mot rouge, il fallait qu'ils appuient. Il y avait des distracteurs, il y avait le mot bleu, le mot noir, et il y avait d'autres mots qui n'avaient aucun lien. Pour évaluer les fonctions exécutives, on a proposé l'épreuve des mondes contraires de la batterie Teach. Donc au début, les participants doivent dire 1 quand ils voient 1, ils doivent dire 2 quand ils lisent 2, donc c'est plutôt facile. Et dans la deuxième modalité, monde à l'envers, quand ils voient 2, ils doivent dire 1, et quand ils voient 1, ils doivent dire 2. Donc ça leur demande de changer de stratégie, donc de faire preuve de flexibilité et d'inhibition, parce que quand ils voient 2, ils ont envie de dire 2, et il faut inhiber cette réponse pour donner la réponse contraire. L'épreuve de Go-No-Go nous permettait de mesurer un petit peu le contrôle de l'impulsivité et l'inhibition. Quand ils avaient certaines images, il fallait qu'ils appuient. D'autres images, il fallait qu'ils évitent d'appuyer. Enfin, il ne fallait pas qu'ils appuient. Et donc, voilà, on voulait voir si vraiment ils arrivaient à contrôler l'inhibition et ne pas appuyer lorsque ce n'était pas la bonne cible. Et la figure de Ray, vous avez peut-être déjà vu, qui est une figure assez complexe, abstraite. On demande aux participants de recopier cette figure. Et là, ça nous permet de voir, alors c'est une épreuve qui permet d'évaluer plein de choses, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir les capacités de planification, comment les participants s'organisaient pour recopier cette image. Est-ce qu'ils commençaient par les contours, identifier ensuite les diagonales, voilà, la structure de l'image, ou est-ce qu'ils étaient plutôt à procéder de proche en proche, un trait, un autre petit trait, et voilà. En général, plus on traite en global et ensuite on va dans le détail, plus la figure est précise. Donc on l'a dit, hein, on a proposé également plein de questionnaires. Je pense que c'était un petit peu la croix et la bannière pour les familles à remplir. On a proposé un questionnaire sur l'attention. Donc c'était sur l'attention, mais c'était également sur l'hyperactivité, sur les troubles du comportement et sur les apprentissages. C'était assez global. On a proposé également un questionnaire sur les fonctions exécutives, donc qui ciblait un peu toutes les fonctions exécutives en situation de vie quotidienne. Un questionnaire sur la communication et le langage. On a un petit peu empiété sur le travail des orthophonistes. Et on a ensuite proposé donc un questionnaire sur l'anxiété, sur les différentes capacités d'intégration sensorielle. Donc effectivement, il peut y avoir soit de l'hypersensibilité, soit de l'hyposensibilité. Chez un même individu, on peut avoir les deux. Ça peut aussi varier en fonction des moments de la journée. Et on a également proposé un test de dépistage assez sommaire des troubles du sommeil. Voilà, ça nous a apporté beaucoup de données, mais ces données, on n'a pas eu le temps de les analyser pour le moment. On a encore besoin de temps pour ça. Donc, on ne peut pas forcément vous faire de retour sur ces résultats. Ce qu'on peut vous dire tout le temps, c'est qu'il y a effectivement une grande hétérogénéité inter- et intra-individuelle. On a eu 22 participants. On n'en a pas eu un qui a été comme les autres. Voilà, chacun a vraiment été très différent à la fois dans l'interaction et dans la réalisation des épreuves.
On a quand même pu constater pour la plupart, il y avait une grande fatigabilité et une importante distractibilité, notamment pour faire le lien avec les particularités sensorielles, souvent une gêne au bruit. Et dans les hôpitaux, il y a souvent du bruit. Donc voilà, rapidement, les participants se retournaient et disaient qu'est-ce que c'est. Voilà, on avait beaucoup de bruit de couloir qui pouvait venir un petit peu gêner la passation. Il y avait aussi des particularités sensorielles au niveau olfactif. Et on a retrouvé pour la plupart des participants quand même une grande fragilité sur le plan attentionnel qui semblait souvent au premier plan. Voilà. Ce qu'on voulait aussi évoquer aujourd'hui, c'était la grande implication des familles. Donc un grand merci à toutes les familles pour cette étude, parce que vraiment ça a été, je pense, pour vous, dense. Il y a beaucoup de familles qui sont venues de loin. Donc on fait beaucoup de routes, c'est fatigant. C'est éprouvant aussi de confier son enfant pour faire plein de tests. Et c'est, je pense, très éprouvant de remplir des questionnaires toute la journée qui viennent pointer plein d'éléments de la vie quotidienne qui parfois sont difficiles à gérer pour vous. Donc vraiment un grand merci pour votre implication qui est très riche et qui nous apporte beaucoup d'informations. Voilà. Pour conclure sur cette présentation, l'étude des syndromes génétiques, ça nous permet de mieux comprendre les trajectoires développementales qui sont atypiques dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Ça permet vraiment de préciser les liens entre les gènes, le développement cérébral et cognitif, et d'expliquer davantage les manifestations comportementales, hein. Anne-Sophie en a un petit peu parlé, mais les troubles du comportement, ils ne viennent pas de nulle part. C'est une réponse à un inconfort, à une incompréhension. Donc vraiment, ces études-là nous permettent de mieux comprendre ces difficultés comportementales. Euh, il apparaît important de poursuivre les études sur le syndrome parce qu'il reste assez méconnu et on a encore peu de données vraiment sur les profils cognitifs et comportementaux. Et donc ces études, il faut vraiment utiliser des outils standardisés avec des normes pour pouvoir ensuite comparer les différentes études, comparer avec des études d'autres pays, et davantage collaborer pour avoir beaucoup plus de données et que nos données soient statistiquement plus fiables. Par ailleurs, il nous semble important en perspective de proposer davantage d'études longitudinales, donc avec des suivis au long cours des individus, pour vraiment mieux apprécier leur trajectoire développementale, les évolutions, les capacités de compensation, et voir un peu l'effet de l'âge et de tout ce qu'on met en place autour de ces personnes sur les capacités cognitives et sur le comportement. Voilà, je crois que j'ai rien à ajouter. Merci pour votre attention.